Si vous êtes à la recherche d'un moniteur de gaming à prix modéré, KTC est clairement une marque à suivre. Bienvenue sur AliExpress pour le test du KTC H27 P22S. Oui, les dénominations de moniteurs sont rarement très sexy. Je vais vous montrer de quelle manière il a été emballé. En partie supérieure, on va retrouver le pied, les câblages électriques et un câble HDMI 2.1. Et en partie inférieure, on va bien sûr retrouver le moniteur. L'emballage est classique mais soigné. L'écran est arrivé dans un état irréprochable. Vu comme ça, on croirait presque un ordinateur portable. Vous pouvez choisir de l'installer sur un support VESA 10. Mais perso, je vais l'installer directement sur le support qui est fourni avec la marque. Ça va me prendre littéralement quelques minutes. Vous avez un pas de vis à serrer à ce niveau-là. Et après, il suffit de mettre le pied dans l'encoche. J'aime bien d'ailleurs l'encoche fuchsia située en partie arrière qui permettra de faire passer les câbles. Ça lui va bien et puis c'est une couleur que j'aime bien de manière générale. Un peu dommage que le rouge utilisé dans le système d'aération ne soit pas de la même teinte. Bah, ça c'est juste pour le plaisir de râler. Il a du style, ce moniteur, même si c'est une donnée très secondaire pour moi. Il pèse 8,3 kg et prendra sur votre bureau 61 cm de large et 52 cm de haut. L'écran en lui-même faisant un peu moins de 6 cm d'épaisseur. Le pied offre un bon équilibre, une bonne tenue et il permet la rotation du moniteur, en tout cas la rotation du pied du moniteur. Et point plus étonnant, malgré le fait qu'on soit sur un entrée de gamme, il permettra d'abaisser ou de relever le moniteur. Et ce que j'adore, c'est qu'à l'intérieur du pied, il y a un véritable retour de force. Je ne mets aucune force dans mes bras pour le faire monter ou descendre. Dernier must-have, si je puis dire, la possibilité d'incliner l'écran. Et ça, c'est véritablement la cerise sur le gâteau où vous allez pouvoir incliner l'écran. Alors, des inclinaisons sur ces angles-là, je sais pas exactement à quoi ça sert. Ouf, comme disait mon chien, j'ai failli ne pas le remarquer, mais il est possible de mettre l'écran à la verticale en poussant le bouton qui se trouve ici sur la partie arrière. Je l'avais poussé tout à l'heure vers la gauche pour pouvoir retirer le pied. En le poussant vers la droite, on peut lui faire un quasi 180. Et je m'aperçois que j'ai jamais vraiment utilisé un écran dans cette configuration-là. Faudra peut-être que je teste. Quoi qu'il en soit, c'est quand même très complet. Mon écran Asus, que j'ai payé plus cher que ça, n'a même pas autant de fonctions. Et croyez-moi, ces différents positionnements ne sont pas à sous-estimer, exactement comme lorsque vous choisissez une chaise ou une chaise de gaming de manière générale. Les accoudoirs sont extrêmement importants pour l'alignement entre le bureau et votre bras. Ici, vous allez pouvoir régler la hauteur de l'écran de telle sorte de ne pas avoir la tête systématiquement penchée vers le bas ou vers le haut. Au niveau connectique, il y a le nécessaire. Vous allez retrouver bien sûr une entrée électrique française. Ici, vous avez de l'USB qui servira essentiellement à la mise à jour de l'écran, mais qui peut servir d'alimentation électrique. Là, vous allez retrouver deux prises HDMI 2.1 en 4K évidemment, 160 Hz. Ici, vous allez avoir du DisplayPort 1.4 et ici une jack. Rien à dire au niveau des ports, le choix est bon par rapport à la technologie de l'écran. Chose que je me demande, n'aurait-il pas été possible de mettre en plus un port USB-C pour ceux qui souhaitent brancher un ordinateur portable directement par cette connectique-là? Ça aurait pu être pratique. Je ne sais pas si c'est possible sur ce genre de moniteur, mais ça aurait clairement été pratique. Allez, il est temps de brancher le moniteur. Désolé pour la vue qui doit être charmante. Moniteur qui consommera entre 38 et 55 watts en fonction du pic de luminosité que vous aurez choisi. J'aurais dû y regarder à deux fois à l'intérieur du package. C'est un DisplayPort qu'on va trouver, pas de câble HDMI. Il ne vous aura pas échappé, j'imagine, que le H27 dans le nom de l'écran signifie que vous vous trouvez face à un 27 pouces 4K. Alors c'est pas tant la vidéo ici qui l'indique que le fait que je peux à cet instant précis changer les paramètres de YouTube et les mettre en 4K évidemment. Il s'agit d'une dalle LCD IPS, l'OLED étant réservé plutôt à du haut de gamme, à des tarifs qui n'approchent pas celui de ce moniteur de chez KTC. Néanmoins, ça ne signifie pas pour autant que vous vous trouvez face à un panneau entrée de gamme, bien au contraire en matière de luminosité, il est capable de pointe à 400 nits, 390 pour être précis, ce qui est très bon. Le pic de luminosité est minimal, c'est-à-dire lorsqu'un pixel est éteint ou au moins partiellement éteint, est établi à 31 nits, là où effectivement sur de l'OLED, on aura un noir complet, un noir total qui permet un contraste infini. Ça ne sera pas le cas sur ce moniteur. On est sur un contraste classique pour une dalle IPS. Ça n'empêche pas l'image d'être très belle, même dans des sphères contrastées comme vous pouvez le voir à cet instant précis. J'espère que ma caméra est en mesure de retranscrire efficacement ce que moi je vois. Sachez que j'ai laissé les volets ouverts à l'intérieur du salon dans lequel je filme à cet instant précis, que c'est retranscrit par ma caméra, compressé par YouTube. Malgré tout, je pense que vous parvenez à avoir une image qui est quand même assez convaincante avec une dalle mat, ce qui est plutôt sympa puisque il y a moins de reflets. Étant donné que j'ai laissé les volets ouverts, on est sur une dalle qui quand même absorbe un minimum de reflets. En tout cas, normalement à la caméra, vous ne devez pas en voir énormément. Ce qui fera plaisir aux gamers, évidemment, c'est qu'on est sur une dalle 160 Hz, même si dans l'univers du hardcore gaming, on va trouver des dalles à 320 Hz. Elles ne seront pas au même prix que celle-là, encore une fois. Allez, restons dans l'univers de l'imagerie, surtout de la colorimétrie, avec cette scène qui illustre bien, alors certains défauts qu'on peut avoir
sur des écrans véritablement bas de gamme avec des scènes qui tirent quand même largement vers le bleu, même si là effectivement on a une légère dominante bleue qui ne se perçoit pas à l'écran. Je vais vous montrer les réglages que vous pouvez faire pour obtenir le meilleur de la colorimétrie de l'écran. Le résultat est beau et convaincant, il couvre 94% du DCI-P3, ce qui signifie qu'on n'est pas sur un écran dédié à la retouche d'image, à la retouche photo, on n'est pas sur ce genre de haut de gamme, mais c'est très largement suffisant pour la plupart des utilisations. Le delta E, c'est-à-dire l'écart entre l'œuvre originale et sa reproduction sur l'écran est extrêmement réduit, on est sur un delta E inférieur à 2, ce qui signifie que l'écran reproduit assez fidèlement ce qui a été conçu, l'œuvre originale conçue telle que son créateur voulait la diffuser. La calibration de base est d'ailleurs tout à fait honnête, même si elle est comme toute chose perfectible. Je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire en matière de réglage. Donc vous avez là l'OSD, l'interface qui va vous permettre de régler les différents, alors j'allais dire constantes, en tout cas les différents niveaux de l'écran. On va le mettre en français, ce sera peut-être plus simple. Ce menu en question s'accède à partir d'un bouton unique situé à l'arrière de l'écran, vous permettra de régler le niveau de luminosité, de contraste. Ah oui, j'avais dit que j'allais mettre en français, j'ai déjà oublié. Équilibrage des noirs, les pré-réglages, je vais le mettre en mode utilisateur après, bon, le ratio, la netteté, le mode professionnel. Je vais me laisser en primitif. Niveau luminosité, je vais opérer une baisse assez drastique. Alors, il est un petit peu embêtant dans ses menus, dans sa manière de les présenter. Je vais me mettre à 45. Ma température de couleur, je vais la laisser sur normal. Le gamma, je le laisse sur 2.2. On va régler la teinte. Alors pour la partie rouge, je vais laisser sur 50. Pour la partie verte, je vais le mettre sur 49. Pour la partie bleue, je vais le mettre sur 45. L'écran est compatible FreeSync et G-Sync. Pour ma part, je suis chez Nvidia, j'utilise une RTX 3070. Pour la partie overdrive, on reviendra sur le sujet tout à l'heure, plutôt dans la partie dédiée aux jeux vidéo. Je vous montre les menus, je peux pas tous vous les montrer. Sinon, la vidéo va véritablement durer pendant des heures. L'HDR mis sur automatique. Franchement, je trouve qu'en natif, le calibrage de la couleur a été plutôt bien réalisé en usine. Il n'y a quasiment aucune modification à faire sur cet écran d'ordinateur, si ce n'est vraiment de l'ordre de l'ajustement. Les angles de vision sont bons. Regardez, je peux quand même pas mal orienter l'écran d'ordinateur et vous continuez à le voir correctement. Par contre, si vous vous trouvez face à une fenêtre comme celle-là, à un moment donné, tôt ou tard, vous allez finir par avoir des reflets. Je ne vous l'ai pas précisé, mais le panneau, la dalle, n'est pas conçue par KTC. Évidemment, elle est conçue par AUO, une marque qui ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais ils équipent par exemple Asus et Cooler Master dans certains de leurs écrans. Et il faut bien avouer que sur certaines images, ça lui va très très bien. Bon, un des principaux attraits de cet écran, évidemment, c'est la partie jeux vidéo. On va se lancer un petit Counter-Strike tranquillement. Bon, en matière de fluidité, il va être assez compliqué d'attaquer à la fois le jeu, l'ordinateur et l'écran. On est dans une sorte de sphère de perfection, même si encore une fois, bien sûr, il existe des écrans à taux de rafraîchissement plus élevé que celui-là. Pour l'instant, je suis sur du 260 images par seconde, avec un temps de latence promis à 1 milliseconde, et effectivement, l'écran est en mesure même de descendre en dessous de la milliseconde en temps de latence. Mais ça, c'est vraiment dans les moments les plus exceptionnels. En moyenne, le temps de latence est à 3,2 millisecondes, ce qui est plutôt bien pour un 160 Hz. On a beaucoup de 160 Hz aujourd'hui qui sont plutôt autour des 4 millisecondes. Le top aurait été, par exemple, avec un BenQ Zowie XL 2566K, du 1,6 millisecondes en moyenne, encore une fois, mais c'est un écran 360 Hz qui n'a pas le même prix. Bienvenue sur Harry Potter, jeu qui ne nécessite pas un grand nombre d'images par seconde pour être jouable, mais par contre qui est extrêmement gourmand avec la carte graphique. Et on a un input lag qui est composé du temps de latence et du temps de réponse à 6,3 millisecondes. Franchement, il est vraiment top cet ordinateur. Pour jouer aux jeux vidéo, c'est un pur bonheur. Désolé pour le précédent ratio d'image, j'adore. Franchement, j'adore cet écran. Il est nickel. Que ce soit pour performer ou tout simplement pour jouer de manière occasionnelle, il est, alors je ne vais pas dire idéal, on peut toujours faire mieux évidemment, mais dans une sphère tarifaire relativement raisonnable, il est vraiment très cool. Regardez-moi cette couleur de miel. Bon après, niveau HDR, il ne faut pas attendre de miracle. Avec un contraste qui est quand même plutôt cool à 1200 pour 1, qui est très bien pour une dalle LCD, et des pics de luminosité à 400 nits. Le signal HDR, qui est certes traité, ne donne pas grand-chose sur cet écran, malheureusement. Voilà un écran qui a de quoi séduire, que ce soit de par son pied, qui le rend vraiment modulable, la présence de la 4K, du 160 Hz, un bon temps de réponse à la clé, une colorimétrie quand même assez juste par rapport à ce qui est sorti directement en usine, un delta E qui est quand même très faible, il n'y a pas grand-chose à lui opposer. Le contraste,
même pour une dalle LCD IPS, est quand même très honorable. Cet écran est vraiment très bien pour du jeu vidéo, parfait pour de la lecture de films, naviguer sur le web, bref, la plupart des activités. Le seul environnement dans lequel je ne le recommanderais pas, c'est de la création, de la retouche d'image, bref, tout cet univers professionnel qui nécessitera des écrans plus pointus et plus cher malheureusement. Pour le reste, c'est du bon KTC, c'est une marque que je vais continuer à suivre. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup si vous êtes à la recherche d'un écran d'ordinateur. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés et pensez d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!